Août 1944, Clermont-Ferrand, à l'image de la France, retrouve sa liberté. À la liesse populaire succèdent l'inquiétude et le deuil. On honore les héros de la résistance, mais certains manquent à l'appel. Où est passé Camille Leclanché, surnommé Buron ? Le 10 mai 1940, les armées allemandes envahissent les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg, pays neutre, puis la France. La percée des Allemands est si rapide que le 14 juin 1940, Paris est déclarée ville ouverte. En pleine débâcle, l'armistice du 22 juin 1940 divise le territoire français en deux zones séparées par une ligne de démarcation. Une zone occupée par l'armée allemande au nord et la zone libre, plus au sud, placée sous l'autorité directe du régime de Vichy, comme les colonies. Le 10 juillet 1940, la Chambre élue en 1936 sous les couleurs du Front populaire vote les pleins pouvoirs au maréchal Philippe Pétain, le vainqueur de Verdun. C'est la fin de la Troisième République et le début de ce qu'on appelle le régime de Vichy. Pétain devient chef de la France en concentrant les pouvoirs législatifs et exécutifs. À la République française se substitue l'État français et à liberté, égalité, fraternité, la devise travail, famille, patrie. Un régime de collaboration se met en place durant les mois qui suivent l'armistice. Régime autoritaire, l'État français prend des mesures pour instaurer une révolution nationale fondée sur l'exclusion de certains, en particulier les juifs, les communistes ou encore les francs-maçons, et basée aussi sur un encadrement de la jeunesse et une collaboration économique active avec l'Allemagne. Le Puy-de-Dôme se situe en zone libre. Clermont-Ferrand est même un temps pressenti pour être la capitale du nouvel État français. La cité auvergnate, peuplée d'environ 100 000 habitants, occupe une place importante et stratégique. Proche de l'épicentre vichysois, relais disposant des infrastructures administratives, économiques et judiciaires, la ville et le département concentrent aussi des individualités rétives au nouveau régime, ainsi que des zones forestières propices à l'installation de poches de résistance. Dès 1940, des mouvements de résistance opposés à la politique de Pétain et son gouvernement se mettent en place. À partir de novembre 1942, le franchissement de la ligne de démarcation par les Allemands et l'instauration du service du travail obligatoire en 1943 poussent de jeunes hommes à prendre le maquis. Le STO consiste en la réquisition et le transfert vers l'Allemagne de centaines de milliers de travailleurs français nés entre le 1er janvier 1920 et le 31 décembre 1922 afin de participer à l'effort de guerre allemand. Né le 1er juin 1921, Camille Leclanché pressent qu'il va être convoqué sous peu pour partir travailler en Allemagne. Afin de se soustraire à la visite médicale obligatoire, il choisit de s'éloigner de Clermont-Ferrand pour se réfugier dans la région de la Bourboule et du Mont-d'Or. Il est à ce moment-là un défaillant, ou encore appelé un réfractaire. Camille Leclanché est le fils de Lucien Leclanché, tourneur sur métaux, et de Jeanne Ravel, employée à la Banque de France. Le couple a eu 3 enfants. Simone, née à Clermont-Ferrand en 1917. Edmond, né en 1918 à Lyon. Et enfin Camille, née en 1921 à Bourges. Ses parents se seraient rencontrés au cours de la Grande Guerre. Grièvement blessé en 1914, son père décède suite à de nombreuses opérations liées à ses blessures en 1925. Sa mère élève alors, seule, ses 3 enfants à Clermont-Ferrand. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, les 3 jeunes gens mènent une vie ordinaire. Simone, l'aîné, travaille comme sa mère à la Banque de France. Edmond, lui, est danseur acrobatique. Camille Leclanché passe une enfance et une adolescence ordinaires. Il obtient son certificat d'études primaires et excelle dans la pratique de l'athlétisme au sein du stade clermontois, notamment le saut en hauteur. Début juillet 1939, il prend part aux championnats régionaux d'athlétisme dans la Ligue du Centre.
Dans la catégorie senior, il obtient la 2e place en saut en hauteur avec 1m75. Il semble avoir aussi participé en tant que junior à l'épreuve de lancer de poids. Il finit 2e avec un jet de 9 mètres. Il participe ensuite au 47e championnat de France senior d'athlétisme à Colombes les 22 et 23 juillet 1939. Peu après, il remporte le concours de saut en hauteur à Dompierre-sur-Bèbre au mois d'août en passant 1m70, puis en septembre à Bellerive avec 1m77. Il remporte la finale du championnat de France de triathlon à Lyon en 1941, se distingue au basket puis au rugby. Sportif accompli, doté de capacités physiques exceptionnelles, Camille fait aussi de la lutte au Stade Clermontois et commence ainsi à se faire un nom dans la cité auvergnate. Au début de la guerre, rien ne permet d'entrevoir la destinée du jeune homme. Sa mère mentionne simplement un voyage dans la région de Bordeaux après l'armistice. C'est en compagnie d'un nommé Fouillou, sapeur-pompier demeurant rue Fongièvre, qu'il avait effectué cette randonnée. Par ailleurs, sa sœur, interrogée sur son frère, déclare ne pas voir en lui un activiste politique. Mon frère faisait partie de la société sportive Stade Clermontois et il avait choisi ses camarades parmi les membres de ce club. À ma connaissance, il n'a jamais appartenu à aucun parti politique, sauf avant-guerre, il était affilié à la CGT. Depuis son retour des chantiers de jeunesse, jusqu'à son départ de la maison, et même dans des occasions où je l'ai revu depuis cette date, il n'a jamais manifesté aucune opinion quelle qu'elle soit. À la même époque, Camille Leclanché a entamé une relation amoureuse avec Marie-Louise Gatignol, une coiffeuse clermontoise. La jeunesse est au cœur de la politique de renouveau national souhaitée par l'État français. Il est par ailleurs difficile pour les nouveaux responsables politiques de laisser libres les conscrits de 1940. Aussi, dès juillet 1940, les chantiers de jeunesse sont mis en place où les jeunes garçons sont encadrés par des officiers démobilisés. Ils y reçoivent une formation physique et morale, vivent dans des camps en plein air, à la manière du scoutisme, et sont assujettis à des travaux d'intérêt général, notamment forestiers, dans une ambiance militaire. Les chantiers sont coordonnés par un commissariat national établi à Châtel-Guyon. Ils sont répartis dans 5 provinces régionales situées en zone libre et en Afrique du Nord, divisés en plusieurs groupes et sous-groupes. L'Auvergne compte 17 groupements, dont 6 dans le Puy-de-Dôme. Le 17 novembre 1941, Camille Leclanché est retenu pour les chantiers de jeunesse. Il intègre le groupement numéro 21, appelé aussi Maréchal Gallieni dans la Loire, à Renaison-les-Noé, où il passe 8 mois jusqu'au 15 juillet 1942. À son retour des chantiers de jeunesse, Camille Leclanché travaille comme ouvrier ébéniste chez un certain Bergamini à Chamalières. Mais en mars 1943, à la lecture du journal, où il voit qu'il doit se présenter à la visite médicale en vue d'un départ éventuel en Allemagne pour le STO, il se refuse à la passer. Il déclare ne pas vouloir travailler pour les Allemands, et c'est le souvenir de son père, mort des suites de ses blessures reçues lors de la Grande Guerre, qu'il évoque pour se justifier. Réfugié à la Bourboule, où il travaille chez des cultivateurs, puis comme ébéniste, sous une fausse identité, il mène une vie relativement tranquille. Il continue de fréquenter Marie-Louise, qui s'est installée à proximité, et sa mère rapporte alors. Mon fils était très content de sa nouvelle situation, et il gagnait largement sa vie, puisqu'il faisait les mêmes payes qu'à Clermont-Ferrand. Mais en ce début d'été 1943, cette situation trouve son point de rupture, car Camille Leclanché n'est plus seulement un défaillant, mais devient un résistant. Camille Leclanché explique comment s'est opéré ce basculement vers une vie nouvelle. C'est vers le mois de juin que j'ai rencontré un autre défaillant, que j'ai toujours connu sous le seul nom de Pierre, dans un maquis près du Mont d'Or. Il m'a laissé entendre qu'il était membre d'une organisation à laquelle je pourrais adhérer. J'ai accepté. À la même époque, j'ai fait la connaissance de plusieurs jeunes gens se trouvant dans la même situation que moi, lesquels m'ont invité à entrer dans leur bande, qui se composait d'une douzaine de réfractaires. Vers la fin juin, pensant être mieux dans la région de Vic-le-Comte, je m'y suis rendu seul et suis resté au lieu dit La Beauté, toujours avec d'autres camarades et d'où nous sommes partis quelques jours avant l'opération de police. Camille explique ensuite être allé dans les bois de la région de Pont-Gibaud, au hameau de l'Espinasse,
Puis il a quitté les lieux pour les bois de Manza. En réalité, devenu membre à part entière de la résistance dans le premier corps franc d'Auvergne, Camille a quitté son emploi et agit sous le pseudonyme de Buron. Sous les ordres de son chef de réseau, Lucien Blanchet, alias Bernard, muni de faux papiers qui le font passer pour Simon Lany, un moniteur d'éducation physique, il effectue de nombreux passages à Clermont-Ferrand avec son ami Raymond Labonne, surnommé Irma, un autre réfractaire et résistant. Il est chargé de recueillir des renseignements destinés à la résistance. Son interlocuteur est Léon Garmy, alias Noël. Les documents étaient remis sous enveloppe et je les transmettais directement à Bernard. Celui qui me les confiait signait Noël. Je le rencontrais dans l'un des squares de la ville, à une heure qui m'était indiquée par Bernard. Je le quittais après une brève conversation portant principalement sur la marche du groupement. Sa mère s'aperçoit des changements dans la vie de son fils. J'ai compris qu'il se tramait quelque chose et j'ai insisté auprès de lui pour qu'il évite de faire partie d'une organisation active de résistants. Je savais que mon fils avait adhéré au mouvement de résistance car j'avais surpris une conversation entre Labonne et lui. Mais j'étais persuadée qu'il s'agissait de quelque chose de passif et je ne pensais pas qu'il faisait de l'action. Du moment où mon fils a commencé à voyager, il a été armé d'un pistolet automatique du calibre 6 mm 35. En réalité, il se déplace avec Labonne en motocyclette noire, bien qu'il n'ait ni permis de conduire, ni permis de circuler, et fait croire à sa mère qu'il vit tout près. Camille Leclanché n'est pas qu'un passeur d'armes ou encore un simple messager. Avec Labonne, ils sont les spécialistes des explosifs. Ils forment une équipe chargée de réaliser les principaux sabotages de la région. Le premier grand fait d'armes de Camille a lieu le 3 août 1943. Quelque temps auparavant, la gendarmerie d'Arlan a été attaquée par un groupe de résistants dont certains ont été arrêtés et condamnés aux travaux forcés par le tribunal de Riom. La décision de les transférer provisoirement à la prison de Gannat est parvenue aux responsables de la résistance, en particulier Émile Coulodon, alias Gaspard, le chef de la région R6. Une expédition en vue de les libérer est alors organisée. Le plan consiste à enlever les prisonniers en se faisant passer pour des policiers. Pont-Mort n'est pas choisi au hasard. Ce hameau, situé à une dizaine de kilomètres au nord de Riom, est peu peuplé et assez isolé. Le train arrive en gare de Pont-Mort vers 16h. Il pleut. Le chef de gare, Eugène Malheuré, note que des véhicules entrent dans la cour vers 15h45. Il voit un petit groupe d'individus, dont 2 vont à sa rencontre, lui demandant à quelle heure arrive le train. Un de ces individus m'a paru âgé de 40 ans environ. Il portait un petit chapeau à bord rabattu de couleur noire. Il me semble qu'il était vêtu d'un ciré de couleur noire. Le deuxième pouvait être âgé de 30 à 40 ans. Ces 2 hommes étaient à mon avis d'une taille d'1m75 environ, ils avaient l'allure assez sportive. Je n'ai pas fait attention aux 2 autres. Le chef de gare croit qu'il s'agit d'abord d'inspecteurs de la SNCF, puis de policiers. D'ailleurs, tout le monde les prend pour ce qu'ils ne sont pas. En réalité, il s'agit de Robert Huguet, alias Prince, le chef départemental du maquis pour les murs du Puy-de-Dôme, sous l'identité d'un certain commissaire Denis, assisté de Laurent, Gaspard, Dumas et Lizard, et d'autres résistants qui attendent le convoi, munis d'un ordre de mission signé de l'intendant d'Auvergne. Camille, accompagné de Raymond Labonne et de Jean Rochon, journaliste à la montagne, a pris le train en direction de Gannat vers 15h. Je devais monter dans cette dernière station, dans le wagon où il y aurait des compartiments réservés. Mon rôle consistait à regarder au passage en gare de Riom combien de gardiens accompagnaient les condamnés. Si ces derniers étaient plus nombreux et qu'il se trouve avec eux des gendarmes, je devais faire signe à l'arrivée du train à Pont-Mort que l'opération était impossible, car il voulait éviter toute effusion de sang. Camille prend donc le train et à Riom, il voit monter les condamnés enchaînés et conduits par 3 surveillants. En gare de Pont-Mort, un groupe d'hommes correctement vêtus et coiffés de chapeaux de feutre se tient sur le quai. Leclanché et Labonne leur font signe et leur indiquent discrètement le wagon des détenus. Prince se présente alors au premier surveillant comme le commissaire de police chargé de prendre en charge les prisonniers
prétextant un risque d'embuscade à Ghana mené par des terroristes. Le subterfuge fonctionne à merveille. Les surveillants font confiance aux hommes armés, descendent du train avec les détenus, qui sont embarqués dans les voitures par les soi-disant policiers, tandis que les 3 surveillants sont invités à prendre place dans un autre véhicule. Quelques centaines de mètres plus loin, le surveillant Marmoiton et ses collègues sentent soudain un tampon d'ouate sur la bouche et le nez. À leur réveil au bord de la route, fouillant leurs poches, ils font une étrange découverte. Un billet de 1000 francs plié dans un morceau de papier blanc sur lequel est inscrite la phrase « Mouvement de résistance uni, tous contre les Boches ». De cette affaire de Pont-Mort, il reste une complainte vraisemblablement écrite par les hommes des murs. L'été 1943 voit l'affirmation de réseaux de résistance dans le Puy-de-Dôme et plus généralement en Auvergne. L'arrivée des Allemands en zone sud en novembre 1942, l'impopularité du STO, du gouvernement, l'espoir d'un retournement de situation avec un débarquement contribuent à un changement dans l'opinion publique. La situation se crispe vis-à-vis des autorités allemandes qui pourchassent les gaullistes, les communistes, tandis que la police poursuit les réfractaires au STO. La milice, quant à elle, est à la recherche des Juifs. À partir de cette période, l'implication de Camille Leclanché est de plus en plus forte dans la plupart des opérations avec ses acolytes. La Bonne, dit Irma, Jean Cial, dit Dumas. Camille est également proche de Léon Garmy, dit Noël. On peut citer à leur actif, entre autres, le 31 juillet 1943, la destruction de matériel aux imprimeries Mont-Louis à Clermont-Ferrand, notamment la rotative imprimant Le Moniteur, journal de Pierre Laval, et le 1er août, le sabotage d'un transformateur électrique à l'usine Michelin de Catarou. La situation est de plus en plus tendue. Le 10 août 1943, le couvre-feu est établi dans le département et peu après, Alexandre Varenne, victime de la censure, décide d'arrêter la parution de son journal La Montagne. Le 18 septembre 1943, vers 21h, 2 explosions détruisent un excavateur à la sablière de Pont-du-Château qui approvisionne les Allemands. Les résistants ont placé 4 bombes, vraisemblablement après le départ des ouvriers de la sablière. Là encore, Camille et Raymond sont à la manœuvre. Le vendredi 24 septembre 1943, dans le centre d'Issoire, vers 10h, 2 gardiens de la paix remarquent place de la République une Citroën type 11 chevaux de couleur noire qui se trouve stationnée depuis un long moment. Intrigués par la présence de 3 hommes à son bord jouant aux cartes, les 2 gardiens de la paix s'approchent et leur demandent leurs pièces d'identité. Aussitôt, le chauffeur démarre le véhicule. Apparaît alors un 4e individu qui met en joue avec son pistolet le second gardien de la paix. Les 2 policiers prennent en chasse la voiture qui s'engouffre dans la rue du Ponteil, et bloqués par un encombrement, les fuyards abandonnent alors le véhicule. 2 gendarmes à bicyclette se lancent à leur tour à la poursuite des fugitifs. Ceux-ci sont rejoints au niveau de l'usine du Pia. Un gendarme tire plusieurs coups de feu dans leur direction tandis que ses collègues essaient de les prendre à revers. 3 des fuyards se couchent au fond d'un fossé, le 4e parvient à s'échapper par la route d'Orbeil. Un gendarme tire à nouveau en direction du fossé. Les 3 hommes en sortent alors en levant les bras. Il s'agit de Camille Leclanché, Georges Gans et Robert Jean Cial. Les prisonniers sont transférés ensuite de la gendarmerie à la maison d'arrêt d'Issoire. Avant cela, ils sont interrogés notamment sur leur présence à Issoire.
Les hommes expliquent que désirant s'éloigner de la région de Vic-le-Comte et de Pont-Gibaud, où des opérations de police étaient en cours, ils étaient venus à Issoire à la demande d'un certain Georges, connu dans les bois de Pont-Gibaud, afin d'y rencontrer des camarades pour les cacher. Jean Cial, accompagné de Leclanché, s'est ainsi rendu au rendez-vous vers 8h45. 2 hommes sont alors montés dans la voiture, Robert Gans et le second prénommé Georges ou Irma, ce qui laisserait donc supposer que Labonne est le 4e homme. Arrivé à Issoire vers 10h, Jean Cial s'est arrêté place de la République à la demande de Georges, qui les a laissés jouer aux cartes dans la voiture pour aller à un rendez-vous. Les fouilles sur les 3 hommes sont révélatrices de leurs activités et éveillent les soupçons des autorités. Plusieurs fausses cartes d'identité sont retrouvées, celle de Georges Gans au nom d'Alain Duchesne, celle de Camille Leclanché au nom de Simon Lany. Dans le portefeuille de Jean Cial, la police met la main sur une carte d'identité au nom de Robert Collineau, un permis de conduire, une fiche de démobilisation au même nom, des bons de carburant, une fausse autorisation de circuler, des documents, dans la fameuse chanson de Pont-Mort, une clé ouvrant une grange à l'Espinasse et encore plus fâcheux, des armes. La voiture des résistants qui renferme un véritable arsenal est également inspectée. Il s'agit d'une voiture repeinte en noir que l'on a transformée. Une petite ouverture a été aménagée dans le pare-brise, pouvant être obstruée par une plaque de tôle pivotante, sans doute pour passer le canon d'une arme. Les garde-boue arrière sont blindés. Le dossier du siège arrière et les 2 angles de la coque ont été renforcés avec des plaques d'acier. La glace arrière est mobile et peut être rabattue intérieurement pour pouvoir tirer. Une plaque de tôle protège le réservoir d'essence pour le mettre à l'abri des balles. La police entame alors plusieurs perquisitions sur Clermont et sa banlieue. Le 24 septembre 1943, la police se rend au domicile des Leclanché à Clermont-Ferrand. Il est 19h15. L'appartement est composé de 4 pièces, une cuisine et 3 chambres, une cave et un grenier. Plusieurs éléments troublants sont saisis dans la chambre des frères Leclanché. Une notice et un additif sur des crayons à retardement et incendiaires avec un paquet de poudre. La sœur de Leclanché déclare que son frère les a trouvés sur la route au moment de la débâcle, en juin 1940. 2 tracts intitulés Libération, 4 cartouches de mitraillette Thompson, le plan d'une gare qui paraît être celle de Pont-du-Château, au verso d'une feuille provenant des chemins de fer, un petit billet sur lequel est inscrit « Noël veut te voir sans faute aujourd'hui à midi, urgent, le bas ». Dans le sac à main de la mère de Camille, la police trouve un billet signé de son fils, dans lequel il dit notamment « Chambre et Meige, il faut qu'il lâche des tickets pour vous surtout, et un peu pour moi si possible ». Elle met aussi la main sur une quantité de tickets. Comble de malchance, la police appréhende un homme venu à la recherche de Camille Leclanché, Henri Chastagnol. Il est porteur d'une enveloppe dans laquelle se trouve une lettre demandant d'établir une fausse carte d'identité, un spécimen pour servir de modèle et une photographie d'identité. La police fouille également le domicile du père de Raymond Labonne, où l'on découvre 11 cartouches de fusil de chasse, 14 douilles, des plombs et un peu de poudre. La police cherche également à comprendre dans quelles conditions Jean Cial a pu obtenir un permis de conduire au nom de Robert Collineau et apprend ainsi qu'il était possible à un employé de la préfecture de se procurer quelques formulaires de permis de conduire sans éveiller l'attention et qu'il était très facile à un graveur de métier de reproduire les cachets officiels. Les 3 hommes arrêtés sont interrogés entre la fin septembre et début octobre. Ils sont, pour 2 d'entre eux, notamment Leclanché, reconnus coupables d'infraction à la loi du 5 juin 1943 qui réprime les activités communistes, anarchistes, terroristes ou subversives. Les conclusions des interrogatoires sont les suivantes. Jean Cial, connu des autorités, qui remet en état les véhicules pour les corps francs, est considéré comme un des mécaniciens et des chauffeurs de l'organisation résistante. On le suspecte d'avoir participé à des vols d'essence et d'automobiles. Il reconnaît avoir participé à l'évasion de Pont-Mort. Leclanché est considéré comme un agent de liaison de l'organisation et comme transporteur d'armes. C'est la perquisition effectuée chez sa mère qui révèle son rôle dans la résistance, en particulier le compte-rendu de la main de Noël sur l'attentat contre le dépôt des locomotives d'Aulnat et les différents documents et objets retrouvés chez lui.
Camille reconnaît avoir servi à l'occasion d'agent de liaison et, le cas échéant, de transporteur d'armes entre Noël et le chef du maquis, Bernard, qui, selon ses dires, lui a restitué le plan de pont du château. Au sujet du compte-rendu du deuxième attentat à Aulnat, il précise qu'il traînait sur la table d'un cantonnement et ose une pointe d'humour. Je l'ai trouvé, par hasard, traînant sur une table de notre refuge, des environs de Manza. Je ne saurais vous expliquer pour quelle raison je l'ai pris, peut-être pour aller au water. Quand on l'interroge sur sa possession de matériel à explosifs, le clancher répond. La boîte de détonateur provient évidemment d'un parachutage. Je ne saurais vous préciser l'endroit où je l'ai pris. Quant à la boîte de crayon allumeur, je l'utilisais comme étui à cigarette. Cependant, l'enquête fait mouche au sujet de l'énigmatique Noël. La technicité des termes employés dans le mot trouvé chez Camille implique forcément la complicité d'un cheminot. Après un examen graphologique, la police identifie l'auteur. Il s'agit de Léon Garmy, chef d'équipe au dépôt des machines de Clermont-Ferrand. Étant en congé, il échappe à la police venue l'arrêter. Probablement a-t-il eu vent de l'arrestation de ses compagnons à Issoire. L'interrogatoire de la fiancée de Camille, mademoiselle Gatignolles, qui reste évasive, mentionne des vendanges à Pronsat en compagnie de Camille chez les parents d'un cheminot clermontois. Il s'agit en réalité du beau-père de Léon Garmy. Mais au final, l'étude de l'emploi du temps de Léon Garmy ne donne rien de probant. Le 12 octobre 1943, à 9h, des gendarmes, dont le chef de brigade, se présentent aux gardiens de la maison d'arrêt de Clermont avec une réquisition d'extraction. Sont annexés une note de l'intendance de police et un bulletin de service donnant l'ordre de conduire les 3 détenus, Leclancher, Gans et Jean Cial, à la chambre d'instruction. Les détenus menottés sortent alors, solidement encadrés par les gendarmes. Quelques mètres plus loin, le fils du surveillant-chef observe avec surprise depuis l'appartement de son père que les gendarmes ôtent les menottes aux prisonniers qui se séparent à l'angle de la rue Philippe-Marcombe et de la rue Pascal. L'alerte est donnée, mais malgré les barrages de police, à chacune des sorties de Clermont-Ferrand et les patrouilles déployées en ville, il est impossible de mettre la main sur les fugitifs et les faux gendarmes. Nouveau rebondissement, quelques jours plus tard, le 21 octobre 1943, on constate la disparition de la fameuse voiture Citroën saisie à Issoire. Un gardien de la paix a vu passer vers 13h30 un gros camion bâché, de couleur verdâtre, remorquer la Citroën en question. Les mois qui suivent voient les actes de sabotage se poursuivre, dont certains sont imputables à Camille Leclancher et Raymond Labaune. Le 23 octobre 1943, une bombe explose au dépôt de la SNCF, route d'Aulnat. Une autre, avenue des États-Unis, au centre de la propagande de Vichy, fait voler en éclats les vitrines du bâtiment. Le 3 novembre 1943, un attentat à Roya détruit la station radiotélégraphique et le 18 novembre 1943, 30 000 pneumatiques sont détruits au dépôt des usines Michelin. Enfin, le 9 décembre 1943, un train transportant des troupes allemandes déraille près des Martres de Verre. Le 15 janvier 1944, vers 18h30, la police de la Bourboule appréhende rue Cormedeau les 2 occupants d'une 11 chevaux traction en panne, Camille Leclancher et Raymond Labaune. Un 3e homme les accompagne, Charlie Darson, dit Charlie, mais celui-ci, un peu en retrait à l'arrivée des policiers, n'est pas repéré. Les 2 hommes sont fouillés. On trouve sur eux de nombreuses fausses pièces d'identité, de l'argent, des tickets d'alimentation, mais surtout des documents compromettants dont un plan annoté de l'usine Bergougnan, un document sur l'organisation départementale du Puy-de-Dôme, des mouvements unis de résistance, MUR, un exemplaire du journal Le Peuple syndicaliste, un papier renfermant un compte-rendu sur le stock actuel des pneus aux usines Michelin. La voiture renferme un stock d'armes et d'explosifs impressionnants. Malgré leurs supplications au commissaire Roulin pour ne pas être livrés aux Allemands, Leclancher et Labaune sont transférés dans un premier temps au service régional de sûreté de Clermont-Ferrand où ils sont interrogés les 15, 16 et 18 janvier 1944. Accusés de menées terroristes et de détention d'explosifs, les 2 hommes sont dans une mauvaise posture.
Camille davantage encore en raison de son évasion de la maison d'arrêt après son arrestation à Issoire en octobre 1943. Interrogé sur ses activités depuis son évasion, Leclanché déclare être resté caché durant de longues semaines dans la région d'Aix-Pers, en compagnie de ses compagnons d'évasion, Jean Cial et Gans, dans une maison inhabitée. Il déclare avoir repris des activités de transporteur d'armes et d'agent de liaison depuis le mois de décembre, tout en niant toute participation aux différents attentats commis. Concernant les documents trouvés sur lui ainsi que les armes et explosifs, il se borne à déclarer qu'ils lui ont été remis par les membres de l'organisation en vue de les livrer aux différents maquis. Je reconnais appartenir au mouvement uni de résistance, mais je me refuse à fournir le moindre renseignement sur l'organisation de ces mouvements et à faire connaître les lieux et les personnes à qui j'avais mission de remettre le matériel transporté. Je ne saurais non plus fournir le moindre renseignement sur la provenance du matériel que mon camarade et moi transportions et sur les lieux où je l'ai pris en charge. Les deux hommes en disent le moins possible et tentent de brouiller les pistes. Camille se refuse à donner des informations sur le plan des usines Bergounian, ainsi que sur l'organisation des murs, en admettant seulement que l'argent trouvé sur lui a été remis par cette structure pour couvrir ses frais ou aider des réfractaires. Les autorités tentent en vain de trouver l'origine des tickets d'alimentation qui sont bien authentiques. Au sujet d'une lettre trouvée sur lui et adressée à Madame Gatignolles dans laquelle une jeune fille lui demande de déposer du linge dans un magasin de radio à Clermont-Ferrand, Camille ose même affirmer qu'elle lui a été confiée par un camarade de maquis surnommé Buron. Finalement, les deux hommes sont inculpés de détention d'armes, d'explosifs et de menées terroristes. La nouvelle de l'arrestation des deux hommes s'est répandue dans les milieux résistants. Une opération d'évasion organisée par les principaux responsables, Gaspard, Bénévole, Dumas et Bernard, est mise en œuvre avec Simone Leclanché comme agent de liaison. Il faut trouver des complices, et c'est en la personne de René Marcel à Sancy que l'opération d'évasion peut être lancée. Dans la nuit du 24 au 25 janvier 1944 à 5h30, lors de son tour de garde, le surveillant auxiliaire René Marcel à Sancy ouvre la cellule de la Beaune, présente un ordre de levée d'écrou aux autres gardiens et s'enfuit avec lui. Malheureusement, c'est trop tard pour Camille qui a été livré aux autorités allemandes la veille au soir. Le gardien, révolté par ce qu'il considère comme une trahison, justifie ainsi son acte. Puisque Leclanché a été livré à la police Boche par la police française, je me retrouve dégagé de ce fait de mes engagements. Jamais je ne collaborerai avec la police allemande. Camille est emmené à Vichy dans les locaux de la police allemande à l'hôtel du Portugal. Impossible de le faire évader. Malgré des repérages effectués par son frère Edmond, ses amis se résignent à son arrestation. Sa mère se rend dans les locaux de la Gestapo pour implorer la libération de son fils, mais se heurte à un refus de Geisler. Quant à Simone, la sœur de Camille, elle est arrêtée alors qu'elle vient lui livrer du linge, puis déportée en Allemagne. Le matin du 25 janvier 1944, la femme du commissaire Roulin, le responsable de l'arrestation de Leclanché à la Bourboule, est enlevée à son domicile, faute de trouver le commissaire. Le coup est réalisé par une douzaine d'hommes, dont la Bonne semble être le chef. À Sancy, l'ancien gardien semble faire partie de la bande. L'objectif est de faire pression pour faire libérer Camille, mais en vain. Léon Garmy, voisin de cellule et camarade de Camille, raconte le temps passé dans les geôles à Vichy sur des feuilles dissimulées dans du linge. Camille arriva ici le 23 janvier, un soir. J'entendis. Je reconnus sa voix. Il avait été placé dans la cellule en face de la mienne. Nous avons été heureux tous les deux de cette coïncidence. Il avait les fers aux pieds et les menottes aux mains. On le débarrassa de ses menottes seulement. Il m'apprit son arrestation ainsi que celle d'Irma. Il devait partir, lui et Irma, et j'ai su par la suite que l'évasion d'Irma avait réussi. 2 jours après, Camille fut interrogé. On vint le chercher. Il fut conduit dans une salle au-dessus de ma cellule. J'ai bien entendu sa voix. Pendant 3 heures, il fut battu à coups de pied, de poing et de nerfs de bœuf. Il tint bon et ne dit que le minimum indispensable pour éviter d'être tué. J'écoutais, haletant, debout sur ma couche, la tête à quelques centimètres du plafond. Je l'entendis gémir ainsi jusqu'à 6 heures du matin. J'ai souvenance d'avoir crié moi aussi et d'avoir prié et pleuré.
Il redescendit enfin très faible, et ne put me causer. Dans la journée, je l'appelai. Il me répondit d'une voix affaiblie. Il me montra par le Judas ses dents cassées, sa pauvre figure toute noircie et toute tuméfiée. Son corps n'était qu'une plaie. Nous parlions souvent, chair et grand cœur. Comme j'ai pu apprécier ta délicatesse et ton courage, ton héroïsme. Au bout de 15 jours, ils furent conduits à l'interrogatoire, rossés à nouveau. Il ne dit pas grand-chose, mais redescendit avec les menottes au poignet. C'est alors là qu'il souffrit. Un soldat, une brute, l'avait pris en aversion. Il vint le voir un soir, une fois les lumières éteintes, et ouvrit brusquement la porte. Camille fut surpris et battu. On trouva une planche descellée, on l'accusa de vouloir s'évader, et on lui serra la chaîne des pieds. Il ne pouvait pas faire des pas de plus de 20 centimètres, et les soirs le malheureux allait vider son seau sous les railleries des soldats. On lui donnait à peine le temps de boire son café ou de manger sa soupe, vite. On lui remettait ses menottes et le malheureux devait manger son pain comme les chiens, sans le secours des mains. Il est parti le 2 mars, un matin, au petit jour. J'ignore pour où. Je n'ai jamais pu le savoir. Je n'exagère rien en disant que ce fut un héros, un vrai, un pur. Il fut beau, il ne se plaignait jamais. Et ce fut lui qui me remontait le moral. Nous avons une grande affection l'un pour l'autre, et s'il est tombé, je me suis juré de le venger. Ainsi, le 2 mars, Camille est transporté inanimé et emmené dans une voiture qui reviendra 2 heures plus tard sans lui. C'est la dernière fois que l'on a trace du résistant. L'avez-vous vu ? Ce message paru dans le journal Le Mur d'Auvergne le 2 juin 1945 s'adresse aux lecteurs, mais plus particulièrement aux déportés rapatriés. Les déportés rapatriés qui auraient vu en Allemagne celui qui reste un des plus purs héros de la résistance d'Auvergne sont priés de donner tout renseignement au Mur d'Auvergne, qui transmettra à sa famille et à ses nombreux amis. Dans son édition du 25 août 1945, qui célèbre l'anniversaire de la Libération, le journal place en première page les photos de ceux qui ne seront pas là, où figure le portrait de Camille. L'espoir que Camille soit encore vivant va durer quelques années. Le 17 novembre 1945, le journal déclare le disparu vivant. Vivant, bien vivant, quelque part dans la zone russe. Ou encore certaines rumeurs font état que Camille a été vue à Dachau. La famille va poursuivre ses recherches de longues années, interrogeant de nombreux témoins, écrivant à des rescapés. Sa mère établit une liste des témoins qu'elle contacte parmi les prisonniers de la Gestapo susceptibles de l'avoir vu. Mais résignée, elle abandonne peu à peu ses recherches. Camille entre peu à peu dans la légende, celle des héros, des martyrs de la résistance auxquels le Mur consacre de nombreux articles dans l'après-guerre. Camille Leclanché dit Buron, le grand patriote et l'ardent républicain. Une des plus belles figures de la résistance d'Auvergne. Le journal rappelant ses faits d'armes en compagnie de son ami Labaune. On narre son arrestation et les tortures subies à Vichy pour mieux souligner son héroïsme et son sacrifice. Au passage, on rend hommage à Noël Garmy. Le Mur affirme même que devant son abnégation et son refus de parler, les Allemands admiraient son courage et Geisler, chef du SD du Massif central lui-même, hésita à l'envoyer au poteau. On ignore encore à ce jour ce qu'est devenu Camille Leclanché, ainsi que les circonstances précises de sa mort. Abattu ? Mort des suites de ses tortures ? Enterré non loin de Vichy ?
L'hypothèse la plus probable à ce jour est qu'il ait été exécuté en zone interdite dans la forêt de Marcenat, près de Vichy, après avoir refusé obstinément de parler malgré les coups et les tortures subies. Camille repose symboliquement auprès des siens au cimetière des Carmes à Clermont-Ferrand. Un stade porte son nom, associé à celui de son frère, ainsi qu'une salle de sport, une stèle et un trophée de lutte. Autant de lieux de mémoire clermontois qui rendent hommage à une figure de la résistance d'Auvergne.